Merci, Madame la Présidente. Salutations. Ma question ira à M. Roche. Je suis très content d'ailleurs de vous revoir. On s'est connus. Vous êtes encore professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. On est content d'avoir de bons experts de cette région du monde dans nos universités québécoises. D'ailleurs, j'ai déjà donné un de vos cours, Économie politique des relations internationales, pendant votre année sabbatique. Et c'est bien ce dont on parle aujourd'hui, d'économie politique des relations internationales. Diriez-vous, en premier lieu, est-ce qu'on pourrait résumer la chose en disant que la position canadienne, c'est un alignement sur celle des États-Unis? En partie, c'est un alignement sur la politique étrangère des États-Unis. C'est un fait et c'est vrai aussi pour la Grande-Bretagne parce qu'on peut quand même constater qu'il y a des nuances à établir entre les différents pays membres de l'OTAN qui prennent position au sujet du conflit parce que, disons que l'Allemagne et la France sont beaucoup plus nuancées. Mais il reste que j'estime tout de même qu'il y a des raisons qui sont tout à fait canadienne pour expliquer la position du ministère des Affaires étrangères. Bien justement, avant de vous demander ces raisons rapidement, diriez-vous aussi en résumant que le Canada a une des attitudes les plus radicales à l'endroit de la Russie? Je dirais que le Canada, dans le contexte actuel, il est très certainement celui, disons, dont l'attitude est la plus intransigeante à l'égard des revendications de la Russie. Et ici, il faut pas se méprendre sur mes propos. Je suis du côté toujours des peuples, je suis du côté du peuple ukrainien. Je n'aime absolument pas que des peuples souverains ou non soient instrumentalisés comme ça à des fins de politique étrangère. Alors, de ce point de vue-là, le peuple ukrainien, il a absolument toute ma sympathie. Mais il ne faut pas non plus que les arbres empêchent de voir la forêt. C'est-à-dire que quand on ne regarde les choses que dans une optique purement régionale, ben il y a des choses qui nous échappent en ce qui concerne les grands processus qui transforment la société internationale actuelle. Oui, bien sûr, M. Roche, je pense qu'on a bien compris que votre position n'en était pas une de mépris envers le peuple ukrainien, loin de là, mais que vous estimez qu'il ne faut pas chercher à isoler la Russie, que ça nuirait même aux intérêts du Canada en la rapprochant de la Chine. Mais j'ai envie de vous demander là maintenant, pourquoi, selon vous, parmi les... Je me dois de vous interrompre, M. Savard-Tremblay. Je dois vous rappeler que notre étude porte sur le commerce. Bien sûr, et c'est pourquoi j'y arrivais, parce que justement, il a été question un petit peu des hydrocarbures dans une intervention précédente. Donc, j'ai envie de demander à M. Roche, comment explique-t-il cette position? Ben, je pense que l'un des précédents interlocuteurs l'a déjà expliqué en partie. Parce qu'on parle de commerce même quand on parle de sécurité aussi. Alors, il ne faut pas séparer les choses de façon artificielle. Et ce que l'on peut dire à ce sujet, c'est précisément que dans le cas des rapports commerciaux entre le Canada et l'Ukraine, ben, il y a la dimension énergétique. Parce que la dimension énergétique, c'est vrai pour les personnes qui veulent vendre du gaz. Alors, les Russes avec Gazprom veulent vendre du gaz, les sociétés canadiennes veulent vendre du gaz. Alors ça, évidemment, c'est légitime pour les questions commerciales, mais ça fait partie aussi de considérations stratégiques. Alors, ce n'est pas pour rien que l'Allemagne et la France, qui justement, et les Pays-Bas et d'autres, qui importent beaucoup de gaz russe, ben, ça contribue à renforcer la Russie. Dans le fond, l'un des principaux leviers de la diplomatie russe, ce sont ces hydrocarbures. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on cherche évidemment, même s'il y a des raisons légitimes à cela, à profiter du contexte actuel pour, disons, faire augmenter le conflit d'intensité et possiblement pour trouver un prétexte pour mettre fin notamment au projet Nord Stream 2.
Et ce faisant, bien sûr, le Canada et les États-Unis seraient prêts à prendre le relais pour remplacer ces exportations russes qui n'auraient pas lieu. Monsieur Roche, continuons sur la question des hydrocarbures, si vous le voulez bien. Tout à l'heure, votre député, en fait, mon collègue, M. Martel, a demandé à un autre témoin, donc, sur la question de l'exploitation de notre propre pétrole dans une optique davantage concurrentielle, de compétition avec la Russie, de commerce avec l'Ukraine, de commerce avec l'Europe. Demander est-ce qu'on aurait avantage à exploiter notre GNL, en fait. Il me semble que votre position n'est pas tout à fait la même. C'est quoi votre position là-dessus? J'ai dû évidemment me pencher sur la question de l'exploitation du gaz naturel. J'ai moi-même participé comme témoin à la commission, en fait, à la commission qui devait, enquêter sur le projet de GNL Québec, là, le BAP. Et donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que, d'abord, du point de vue environnemental, il n'y a aucune comparaison possible entre le gaz russe et le gaz canadien. Contrairement à ce qu'a affirmé votre collègue tout à l'heure, il est totalement faux de dire que le GNL qui aurait été fabriqué à Saguenay aurait été le plus monde, étant donné qu'il provient des sables bitumineux de l'Arthabasca et du nord de l'Alberta et que, en conséquence, le BAP l'a rejeté et le gouvernement fédéral aussi récemment l'a rejeté. Donc ça, c'est faux. Et ensuite, les coûts d'exploitation sont très inférieurs en Russie. En Russie, le gaz naturel ne provient pas de sable bitumineux, mais plutôt des façons assez habituelles là, de l'extraire. Le gaz russe, il coûte beaucoup moins cher que le gaz disons, les coûts de production, je devrais plutôt dire, parce que les coûts de marché, c'est pareil, mais les coûts de production sont très inférieurs en Russie par rapport à ce que l'on retrouve ici, effectivement. Monsieur Roche, on a vu que vos interventions ont bien fait réagir. Tant mieux. C'est important d'avoir un débat d'idées éclairé comme ça. J'ai envie de vous demander, vous avez dit dans votre intervention au début que c'était bien le commerce, mais qu'il fallait, puis que c'était bien de pousser cette entente avec l'Ukraine, cette modernisation de l'entente avec l'Ukraine, mais que le commerce devait être mutuellement bénéfique et n'isoler aucun partenaire. Pourriez-vous revenir sur cette idée? Ce que je veux dire, c'est que d'abord, au départ, d'après une étude qui a été effectuée par le Center for Economic and Business Research aux États-Unis, ce conflit coûterait environ 40 milliards de dollars par année. Alors, donc, on parle de 280 milliards en l'espace de 6 ans. Et ça, c'est bien pire que ce que peuvent rapporter bien des accords de libre-échange. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut absolument arriver à résoudre le conflit. Maintenant, de quelle manière? On sait que la Russie, elle ne souffre pas des sanctions qui lui ont été imposées depuis 2014. Et l'une des preuves de cela, c'est qu'elle s'est retournée vers la Chine. Et au cours des 5 dernières années, le commerce entre la Russie et la Chine a doublé. Il dépasse aujourd'hui les 145 milliards de dollars. Alors, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une bonne chose pour nous et pour l'Ukraine que la Russie se jette de plus en plus dans les bras de la Chine avec laquelle elle commence... Merci beaucoup.